Bonsoir à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce webinaire éducatif sur les bandes de Keltner. J'espère que vous allez bien. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet levé amplifié, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur le compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors les bandes de Keltner, indicateur méconnu pour la plupart des traders et pourtant ça ressemble assez aux bandes de Bollinger. D'ailleurs on me fait souvent la reproche pourquoi j'utilise les bandes de Bollinger. Non, ce n'est pas les bandes de Bollinger, c'est les bandes de Keltner, ça se ressemble énormément et on va voir ensemble dans ce webinaire comment les utiliser et surtout la différence avec les bandes de Bollinger. Voilà, au niveau de la présentation des bandes de Keltner, c'est un indice créé par le trader américain Chester Keltner, qui est plutôt un trader de commodities, de matières premières, enfin qui était un trader de matières premières. C'est un indicateur de tendance, tout comme les bandes de Bollinger, donc composé d'un canal autour d'une moyenne mobile. Alors cette moyenne mobile est appliquée sur le prix typique. Le prix typique, bon en clair, c'est tout simplement le plus haut, le plus bas, le prix de clôture, le prix d'ouverture est divisé par 4. Non, pardon, excusez-moi, c'est le prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le prix de clôture divisé par 3. Voilà, donc plus bas, plus haut, prix de clôture divisé par 3, c'est le prix typique. Et donc voilà, c'est une moyenne mobile du prix typique auquel on ajoute, tout comme les bandes de Bollinger, une enveloppe. Cette enveloppe varie selon l'ATR. L'ATR que vous connaissez tous, et non l'écart type ou un pourcentage. Voilà, donc ça vous avez la formule, hein, bande supérieure, bande inférieure, c'est relativement simple, alors que pour les bandes de Bollinger, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, différence avec les bandes de Bollinger. Alors déjà, il y a un point commun, c'est que l'interprétation est identique. C'est-à-dire que si vous savez utiliser les bandes de Bollinger, eh bien, vous n'aurez aucun mal à utiliser les bandes de Kellner puisque c'est exactement la même interprétation. Il y a juste en fait la méthode de calcul donc de la moyenne mobile, mais bon, la moyenne mobile c'est comparé au prix typique, alors que sur les bandes de Bollinger c'est à simple période, simplement sur le prix de clôture. Voilà. Et par contre, c'est surtout au niveau des bandes où ça change. Voilà. Au niveau des bandes, on a 2 ATR à 10 périodes pour les bandes de Keltner, alors que sur les bandes de Bollinger, c'est 2 écarts types à la moyenne. Donc vous savez comment calculer comment calculer un écart type. Concrètement, on a des points qui correspondent au prix de clôture. Ça, c'est pour les bandes de Bollinger, attention. Donc on a des points qui sont dispersés. L'écart type vient consiste à avoir une médiane de ces points sur X périodes, donc les bandes de Bollinger c'est 20 périodes, donc on va tracer une médiane sur 20, les 20 derniers prix de clôture, donc où passe cette médiane, et ensuite on va calculer la distance relative, donc on va faire c'est une formule assez compliquée, je vous invite à aller sur internet, mais en clair, on va mettre au carré toutes les distances entre chaque prix de clôture et la médiane, d'accord? On va additionner tout cela, on va faire une racine carrée, et on a un écart type. Voilà. Après, pour savoir plus sur l'écart type, je vous invite à regarder sur internet. La formule mathématique est beaucoup plus compliquée que l'ATR. L'ATR, c'est tout simple. C'est simplement le range intraday. Donc on a le plus haut, le plus bas. Ça, c'est le range intraday. Sur 10 périodes, c'est quoi? C'est la moyenne du range intraday des 10 derniers chandeliers. Donc par exemple, aujourd'hui sur l'euro dollar, on a entre le point haut et le point bas 60 pips. Le lendemain, imaginons, on a, la veille, on a 120. 60 plus 120, ça fait 180. 180 divisé par 2, ça fait 90. Donc on a une volatilité moyenne intraday sur 2 jours à 90 pips. C'est ça la TR. Sauf que là, c'est 10 périodes. Donc voilà, on va additionner le range intraday du jour, de la veille, du jour précédent, etc., jusqu'à monter, remonter à 10 chandeliers et on fait la moyenne de ces ranges. Voilà. Donc c'est pas du tout la même façon de calculer la volatilité, mais concrètement ça consiste à la même chose. Et pour ceux qui connaissent pas, il y a les enveloppes. Les enveloppes c'est encore c'est la base c'est vraiment la base de ces indicateurs. C'est une moyenne mobile à laquelle on ajoute un pourcentage de variation à la moyenne. C'est-à-dire on va mettre une bande qui correspond à 1% supérieur à la moyenne et donc ça c'est la bande supérieure par exemple et la bande inférieure ça va être 1% en dessous de la moyenne.
Voilà, bonsoir à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, peu importe, n'hésitez pas. Ce webinaire est destiné à être interactif. D'ailleurs, pour ceux qui vont regarder cette vidéo en replay sur YouTube, vous pouvez poser vos questions en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible également. Commentaires ou suggestions, voilà, peu importe. Tant que c'est constructif, je suis preneur. Au niveau des signaux, donc comme je vous l'ai dit, c'est la même façon d'utiliser que les bandes de Bollinger. Lorsque le cours clôture extérieur du canal, ça va être interprété comme un signal pour entrer dans le marché, un signal dans le sens de la tendance. Les bandes de Keltner, tout comme les bandes de Bollinger, ne doivent pas être considérées comme des niveaux de support de résistance. Alors, je mets entre parenthèses parce que dans des périodes de très très faible volatilité, les niveaux, les bandes, enfin la bande supérieure ou inférieure, que ce soit de Keltner ou de Bollinger, peut être interprété comme un niveau de support résistance. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels. La plupart du temps, les bandes, que ce soit de Keltner ou de Bollinger, on va utiliser les breakouts. C'est ces signaux-là que nous allons utiliser pour entrer dans le marché. Bon, donc trader les bandes de Keltner, est-ce que c'est rentable? Eh bien, voilà, j'ai fait un backtest rapidement le 23 novembre, comme vous pouvez le constater ici, c'est daté 23 novembre 16h50. Si on cherche à simplement acheter lorsqu'on a la clôture au-dessus du prix, alors je vais vous faire voir, voilà. Donc là, on a les bandes de Keltner, d'accord. Concrètement, les signaux d'achat, ils sont là. Vous voyez, là, on a un signal d'achat, clôture au-dessus la bande de Keltner. Ici, on en a un également, clôture au-dessus. Ici, clôture au-dessus. Vous voyez, ici également, non, même ici, vous voyez, ici aussi. Voilà, on en a beaucoup. Et ici, on a des signaux qui sont baissiers, vous voyez. Donc là, c'est vraiment quand on clôture en dessous hein, qu'on a un signal. Là, nous avons un signal également. Ici, nous avons un signal. Ici, nous avons un signal. Voilà, donc on a plein de, vous voyez, on a plein de signaux. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, ça serait de comparer avec les bandes de Bollinger. Donc vous voyez, là, on a quand même, c'est comme les bandes de Bollinger, hein, les signaux. Donc on va ajouter à cela les bandes de Bollinger, on va superposer. Comme ça, on va voir là où il y a les différences. Donc Bollinger, hop, on va se mettre sur du 10 périodes parce que ces bandes de Keltner, par défaut, c'est 10 périodes. Donc voilà, on va faire voilà un paramétrage, on va essayer qu'il soit identique. On va enlever le remplissage sur les bandes de Bollinger. Alors pour ceux qui me posent la question, quelle est la plateforme que j'utilise, parce que j'en ai souvent sur YouTube, cette plateforme que j'utilise, c'est la plateforme Pro Realtime version IG. Donc voilà. Donc les bandes de Bollinger qui sont en rouge, comme vous pouvez constater, les bandes de Keltner en orange. Donc on voit que les bandes de Bollinger sont beaucoup plus dilatées, ont tendance à être beaucoup plus dilatées que les bandes de Keltner. À part lorsqu'on a très très peu de volatilité, on a souvent les bandes de Bollinger qui rentrent à l'intérieur des bandes de Keltner. Voilà, donc si vous souhaitez trader dans des périodes de très faible volatilité et exploiter les bandes comme des supports de résistance, encore une fois, c'est dans des cas très très précis lorsqu'on a peu de volatilité. Par exemple, sur l'euro-dollar la nuit, on sait qu'il y a très peu de volatilité, donc les bandes de Keltner peuvent être mieux que les bandes de Bollinger comme niveau de support de résistance. Maintenant, attention, j'alerte sur trader lorsqu'il y a peu de volatilité. Qui dit peu de volatilité dit généralement peu de volume. Qui dit peu de volume dit spread plus élevé et moins de et plus de chances de slippage. Voilà. Donc voilà, trader l'euro-dollar. Il faut vraiment savoir que votre spread que vous avez à 13h heure française sur l'euro-dollar est complètement différent que ce que vous avez la nuit à on va dire 2h du matin. D'accord. Donc, voilà, faut prendre en considération ces paramètres. Lorsqu'on a très très peu de volatilité, les spreads sont généralement plus élevés. Voilà, c'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps. Où peut-on trouver ces bandes de Keltner? Eh bien, écoutez, si vous avez la plateforme Pro Realtime, vous allez cliquer sur ce bouton en haut à droite et ensuite ils sont installés par défaut. Donc soit vous recherchez l'indicateur, vous mettez simplement Keltner et voilà, ils apparaissent directement, ou soit vous allez chercher dans la liste, vous voyez B, bande de Keltner, bande de Keltner, le voici, juste au-dessus de Bollinger. Donc voilà pour l'utilisation de base. On l'a vu, hein, c'est relativement simple, hein, c'est le breakout qu'on exploite. Maintenant, on voit très bien avec ce backtest réalisé tout bêtement, hein, si on la simple règle,
C'était si on clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner, on avait une position acheteuse jusqu'au moment où on avait un signal inverse, c'est-à-dire lorsqu'on avait le cours qui clôturait en dessous de la bande de Keltner inférieure. Là, on rentrait à la vente. Donc, concrètement, on était tout le temps dans le marché. Mais on voit que cette simple stratégie de point d'entrée n'est pas suffisant. Évidemment, comme tout système de trading, il faut une stratégie pour rentrer dans le marché, ce qu'on a par exemple avec les bandes de Keltner, une stratégie de sortie, c'est possible d'utiliser les bandes de Keltner pour sortir du marché. Je vais vous faire voir ça dans un petit instant. Et il faut également des filtres de signaux. On va exploiter les breakouts lorsqu'il y a la volatilité. Un breakout sans volatilité, faut clairement mettre un point d'interrogation sur ce breakout. C'est suspect. Si par exemple l'euro-dollar, on a un breakout la nuit, attention. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un mauvais signal, mais il y a beaucoup plus de chances que si c'est par exemple à 13h, là où on sait où il y a énormément de volatilité sur l'euro-dollar. Voilà, donc quand on cherche une stratégie de breakout, il nous faut de la volatilité. Et donc la volatilité, ça dépend les paires, mais une façon simple de savoir quand est-ce qu'il y a la volatilité, vous allez en fait ça dépend de la zone géographique des deux devises de la paire. Par exemple l'euro et le dollar, donc euro Europe, dollar États-Unis. Donc le chevauchement de la séance américaine et européenne, vous savez de 14h30 heure française à 16h30 heure française également, cette période de 2 heures, c'est la période la plus volatile sur le dollar. Alors que en Asie, voilà, l'euro et le dollar, c'est pas, enfin, vous voyez, c'est pas des devises asiatiques, donc il y aura beaucoup moins de volatilité. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de volume, parce qu'il y a des traders qui vont échanger de l'euro-yen, donc ils vont vendre du yen, ils vont acheter de l'euro, ou l'inverse. Donc c'est à dire qu'il y a quand même des volumes sur l'euro, mais beaucoup moins puisque voilà, ce n'est pas des devises asiatiques ou océaniques. Alors que par exemple l'AUDNZD, l'AUDNZD sera la séance la plus volatile sur l'AUDNZD, ça sera la nuit, puisque l'AUD et le NZD sont deux devises océaniques, tradées pendant la séance asiatique. Voilà, donc ça c'est une façon assez simple de savoir lorsqu'on a de la volatilité. Mais évidemment, on peut aller plus en profondeur en faisant des études, mais voilà, ça c'est relativement simple à connaître. La paire qui vraiment est volatile tout le temps, c'est l'USD Yen. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais l'USD Yen, c'est la paire qui est tout le temps volatile, parce que le yen est tradé par un sens asiatique, l'USD est surtout tradé par un sens américaine, vous le savez, mais l'euro, qui est la zone euro, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Enfin, on a la Chine qui vient de dépasser la zone euro en termes de PIB, mais voilà, la zone euro, c'est la deuxième puissance économique mondiale, troisième puissance économique mondiale après les États-Unis. Et donc, bien évidemment, la santé de la zone euro influence énormément la demande de dollars. Si la zone euro va bien, le marché va vendre du dollar. Et donc, l'USD Yen va être volatile. À l'inverse, si la zone euro va mal, le marché va vendre de l'euro et se couvrir sur du dollar ou du yen. Donc, en fait, l'USD Yen, pour que vous sachiez, ça c'est pas la culture générale, mais c'est une culture de trading, on va dire. L'USD Yen, c'est la paire qui est globalement avec une volatilité assez équivalente tout le temps. Bref, donc pour revenir au sujet, les bandes de Keltner tout seuls ne suffiront pas. D'accord, c'est tout comme les bandes de Bollinger, un indicateur assez performant pour donner des points d'entrée de type breakout. Maintenant, pour des points de sortie, il y a différentes façons. Soit, vous voyez, on va attendre que le cours, alors je vais enlever les bandes de Bollinger. Pour prix de clôture, soit on va attendre que le cours clôture rejoigne sa moyenne mobile à 10 périodes, qui est en kaki dans notre graphique. Vous voyez, donc là on a le breakout, on clôture à ce moment-là. On a le breakout, on clôture à ce moment-là. Donc là, vous voyez, le problème c'est que c'est souvent perdant. C'est souvent perdant lorsqu'on fait du contre-tendance, parce que là on voit qu'on avait quand même une tendance baissière. Donc, l'un des facteurs qui va nous être utile pour trader avec les bandes de Bollinger, c'est vraiment un filtre de tendance, comme une moyenne mobile. Une moyenne mobile va nous permettre de filtrer les signaux. Par exemple, si le prix est en dessous de la moyenne mobile de long terme, eh bien, on va chercher qu'à vendre. Alors que si le prix est au-dessus, on va ne chercher qu'à acheter. Là, par exemple, vous voyez, on avait le prix au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Breakout à ce moment-là. Et vous voyez, prise de bénéfice. On pouvait le prendre à ce moment-là si le cours clôturé, vous voyez, touchait la moyenne mobile à 10 périodes, ou alors à ce moment-là. Donc vous voyez, on avait quand même des belles ascensions.
Ou alors on fait tout simplement, voilà, on se sert uniquement des bandes de Keltner comme point d'entrée, un filtre de tendance comme une moyenne mobile, et ensuite on peut pourquoi pas utiliser simplement un ratio risque-rendement. C'est-à-dire on risque 10 pips, on prend 20 pips et voilà, on n'essaye pas, on tente pas d'exploiter toute la tendance. On va juste se contenter de 20 pips par exemple. Peu importe si ensuite on a un mouvement de 100. On va attendre notre signal, on a un signal d'achat, on prend un take profit, on met un take profit de 20 pips, on met un stop loss de 10 pips et c'est tout. Peu importe si ensuite on a un mouvement de 1000 pips ou non. C'est dommage, mais parfois il faut mieux avoir son plan de trading, pas forcément besoin d'aller chercher des 10 000 pips. Les pips en soi, ça ne veut rien dire. Ce qui est le plus important, c'est le ratio risque-rendement. Quel est votre ratio risque-rendement moyen? Vous pouvez gagner 10 000 pips, d'accord? Mais si sur 10 pips, vous avez posé 10 lots, d'accord? Vous avez risqué 10 lots et vous avez perdu. Et que à l'inverse, vous avez gagné 100 pips, mais que vous avez vous aviez utilisé qu'un seul lot, eh bien au final vous êtes perdant. Voilà. Donc les pips en soi, c'est d'accord, c'est une unité, mais ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que vous gagnez 1000 pips au final que vous êtes gagnant. D'accord? Donc voilà. Et là, par exemple, regardez, je vous ai fait un simple backtest, d'accord? Encore une fois, c'est une stratégie toute simple. Hein, on pourrait très bien l'améliorer. Hein. C'est vraiment, voilà, j'ai pas pris beaucoup de temps pour la faire. Mais en clair, là, ce que j'ai utilisé, c'est simplement les bandes de Keltner pour les points d'entrée. J'ai utilisé une moyenne mobile et un stop loss géré et un ratio et un take profit, une limite gérée également, adaptée, prévue en avance et avec un ratio risque-rendement toujours positif. Et vous voyez que la courbe de gain, par contre, là, est beaucoup plus positive. Donc, bottom line, en conclusion, voilà, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. Vraiment, le plus important, c'est pas réellement l'indicateur que vous utilisez, c'est vraiment ce que vous en faites. Et tout seul, peu importe l'indicateur que vous avez. Hein. Ishimoku, c'est à la mode en ce moment. Que vous utilisiez Ishimoku, les vagues d'Elliott, Keltner, Bollinger, moyenne mobile, MACD, RSI, peu importe, ça ne fera pas de vous un trader gagnant sans un money management adapté, une gestion de risque adaptée. Voilà. Voilà. Donc j'attends les dernières questions. Mais vous voyez, voilà, les bandes de Keltner, tout comme je pense tous les indicateurs, voilà, il en existe à l'infini des indicateurs, mais c'est vraiment ce que vous en faites qui va déterminer de vous un trader gagnant ou un trader perdant. C'est pas réellement le signal. On peut avoir le même signal et pas avoir les mêmes résultats. D'accord? Alors, bonsoir Philippe. Est-ce qu'on peut coupler Keltner avec une moyenne mobile ou un RSI sur Keltner lui-même? Excellente question. Alors, Keltner avec une moyenne mobile. Alors, si vous parlez d'une combinaison moyenne mobile et bande de Keltner, oui. C'est par exemple ce que j'utilisais pour ce backtest, vous voyez. Donc, une moyenne mobile pour filtrer les signaux et ensuite les bandes de Keltner pour les points d'entrée. Maintenant, un RSI sur Keltner lui-même, je pense pas que ce soit... Non, c'est pas possible. Hein. Un RSI sur Keltner, c'est pas possible. En tout cas, je vois pas trop l'intérêt finalement. Je vois pas trop l'intérêt. Si vous pouvez me détailler quel intérêt... Enfin, c'est quoi votre sous-entendu par là? Parce que je vois pas qu'est-ce que vous utiliseriez. Est-ce que ça serait la valeur de la moyenne mobile? Parce qu'on peut faire le RSI d'une moyenne mobile. D'accord? On peut utiliser le RSI d'une moyenne mobile. Simplement, regardez, je vous mets un RSI. Alors, juste pour vous faire voir que c'était pas un trucage sur backtest, hein. Vous voyez, j'ai préparé là, bande de Keltner, hop, AID USD, et donc nous allons nous mettre sur, vous voyez, 200 périodes, on peut se mettre sur 1000. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est pas du fake. Donc, indicateur RSI. Et là, vous voyez, dans vos paramètres de RSI, au lieu d'appliquer la clôture, vous voyez d'ailleurs le prix typique, c'est bien hauteur, base, clôture divisé par 3. Alors là, c'est étrange parce qu'on ne peut pas sélectionner moyenne mobile.
Pas utiliser moyenne mobile. Alors par contre, sur TradingView, on peut le faire. Vous voyez, il n'y a pas de plateforme parfaite. Donc on se met sur la USD. Alors, on va enlever tous les indicateurs. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, vous voyez RSI, et au lieu d'appliquer au prix de clôture, on va le mettre sur la moyenne mobile, sur les bandes de Keltner, pardon, donc Keltner Basis. Keltner Basis, c'est ni plus ni moins que la moyenne mobile. Hein. Et voilà, vous avez le RSI sur, eh bien, je vous fais voir la moyenne mobile des bandes de Keltner. Tout simple. Voilà, donc c'est possible. Si vous arrivez à dégager une stratégie gagnante, eh bien c'est le principal. C'est vrai que j'ai pas creusé là-dessus, j'ai pas tenté de mettre un RSI sur la moyenne mobile à 10 périodes, parce que encore une fois, la bande du milieu de Keltner, c'est ni plus ni moins qu'une moyenne mobile du prix typique. Donc voilà, c'est rien d'autre qu'une moyenne mobile. Donc voilà, j'ai pas tenté de faire une stratégie avec ce RSI. Peut-être qu'il faudrait creuser. En tout cas, si vous avez des informations dessus, si vous avez des bons résultats, n'hésitez pas à les partager pour que tout le monde en profite. Et voilà. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. On va mettre un terme à ce webinaire du coup. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux, en commentaire sur YouTube, et j'y répondrai le plus rapidement possible. Merci à vous. Excellente fin de journée. Et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.